Pourquoi on peut pas sortir en ce moment? Parce qu'il y a un virus. Et il est dehors ce virus? Oui, il est caché. Mes copines et moi, on rigole parce que y a plus de papier toilette dans les magasins, alors que personne ne mange du papier toilette. Le papier toilette, c'est pas indispensable. Tu peux te laver les fesses sous la douche. J'aimerais savoir comment le lapin de Pâques va dans une maison avec le confinement. Peut-être que le lapin, on devrait laisser un peu la fenêtre ouverte et qu'il rentre avec des gants et un masque et qu'il nous dépose des chocolats. À mon anniversaire, j'aurai 4 ans. Mais là, pour l'instant, j'ai 3 ans et demi. Comment je veux faire parce que je vais pas inviter mes copains. J'aurai pas le droit parce qu'il y a le coronavirus. Vous écoutez Covid, 5 ans après. Un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 2, la vie sous confinement. Une expérience inédite. Face à la montée inquiétante de la pandémie de Covid-19, le 17 mars 2020, la France est mise à l'arrêt. Combien de temps va durer ce confinement ? À ce moment-là, nous sommes tous plongés dans l'inconnu. Certains, on l'évoquait dès hier soir, n'ont pas attendu la mise en place de ces nouvelles consignes de confinement pour s'échapper des grandes villes en particulier, des appartements trop petits où la situation peut vite devenir invivable. C'est possible surtout pour ceux qui ont un point de chute à la campagne. Salomé Legrand, vous êtes vous-même partie faire du télétravail en Dordogne et vous n'étiez pas la seule sur la route aujourd'hui dans une ambiance un peu particulière. Et oui, rien que sur les panneaux, ce n'est plus un trait danger, 2 traits sécurité, mais Covid-19, limiter les contacts. Du coup, sur chaque aire d'autoroute, les mines sont un peu piteuses. Tout le monde respecte les distances d'1 mètre, notamment dans la file d'attente pour pénétrer dans la station-service. Beaucoup de familles qui vont chercher quelques mètres carrés en plus, comme Aude, avec son époux et leurs 3 enfants. On rejoint notre maison de vacances qui est beaucoup plus espacée. Voilà, on va avoir plus de place pour mieux se confiner. Et on se dit aussi qu'en quittant Paris, étant que les hôpitaux parisiens vont être, je pense, surchargés, c'est peut-être aussi l'occasion, si on était malade, d'aller dans d'autres hôpitaux moins surchargés aujourd'hui. Et tout le monde pique-nique en rang serré autour de sa voiture. Damien tartine le pâté à même le capot, son ordinateur posé à côté pour envoyer quelques mails de boulot à mi-chemin pour Biarritz. On a la chance d'avoir un endroit où on a un jardin, on va pouvoir respirer et respecter les règles. Il est passé midi, est-ce que vous avez le petit sauf-conduit Ouais, on a notre attestation dans le cartable. Et elle dit quoi cette attestation? Qu'on a le droit de circuler pour rejoindre notre lieu de confinement. Alors, je n'ai pas poussé le contrôle pour la simple et bonne raison que je suis moi-même empreinte d'un sentiment de culpabilité, Isabelle. Pour tous ceux que j'ai croisés, c'était bien clair, on se confine à l'arrivée. Je n'ai pas embrassé mes parents, on va mettre ce soir le couvert à bonne distance. Pour autant, rien ne dit que vous n'aurez pas dans quelques jours la chronique d'une famille confinée qui s'engueule. Faut-il se confiner chez soi ou ailleurs ? Comment se préparer ? Alors que chacun étudie la meilleure solution, les magasins sont quant à eux dévalisés. Ici, beaucoup de rayons sont déjà quasiment vides. Thon, sardines, papier toilette, riz. Hélène est presque gênée de prendre 4 paquets de pâtes parmi les derniers. Je suis allée à un autre magasin ce matin, j'ai vu des gens avec des énormes caddies faire leur réserve. Je me suis dit, je passe devant un magasin, je vais acheter des pâtes. Des achats de précaution qui perturbent complètement la gestion des stocks du gérant Guillaume. On a fait quelques livraisons de 15 à 20 packs d'eau. On a fait par 6x6 rouleaux de PQ. Il faudrait que les gens se calment un petit peu parce qu'on est livré tous les jours en papier toilette, en pâtes, en riz, en essuie-tout, en eau. Les gens vont créer des pénuries et ça, c'est ce qui va poser vraiment problème. Distanciation sociale, coronavirus, cluster, asymptomatique, cas contact, tout un nouveau champ lexical s'ouvrait à nous. Et en même temps, les Français doivent expérimenter un nouveau mode de vie, cloîtré chez eux. Un véritable huis clos, parfois pesant. Pour les familles, la cohabitation a donné lieu à quelques tensions. 5 ans après, Florence et sa fille Joséphine se remémorent certaines crispations. Ça remuait encore plus des conflits qu'on laisse d'habitude, on les laisse planer et puis on passe à autre chose parce qu'on peut prendre l'air. Mais là, on pouvait pas. Oui. Et puis en temps normal, Louise était à la fac, toi t'étais au lycée, vous ne vous voyiez pas dans la journée. Et j'ai trouvé que les tensions, c'était plus au niveau politique de qu'est-ce qu'on pense de la situation, mais pas tant du confinement en tant que tel. Mais pour Louise, c'était difficile. Oui, Louise, ma fille aînée, qui elle se sentait vraiment privée de sa liberté et elle nous en parlait beaucoup. Il fallait surtout pas lui dire c'est bien, on reste à la maison, tout ça. Non, elle était privée de sa vie sociale et ça a été difficile pour elle. Donc c'était plus au niveau des discussions, effectivement, où on pouvait se heurter.
C'était une expérience tout à fait inédite, puisque dans la vie normale d'une famille ou d'un couple, le matin, chacun part, quitte l'espace domestique la plupart du temps, l'espace familial, et va à l'extérieur assumer ses fonctions personnelles, soit pour étudier, soit pour travailler, soit pour se distraire aussi. Cette obligation d'enfermement a projeté les familles dans un contexte auquel elles n'étaient pas particulièrement habituées. Anne Mussel est sociologue et politologue. Elle a réalisé une enquête pour comprendre comment la pandémie a transformé notre intimité. Une étude à lire dans son ouvrage « L'autre à distance », publié en 2021 aux éditions Odile Jacob. Alors dans un premier temps, ça a plutôt suscité un sentiment de réassurance, un sentiment aussi positif qui permettait finalement aux familles de revivre des choses qu'elles n'avaient pas le temps de vivre ensemble. Mais dans un deuxième temps, on a vu assez vite les perceptions plus négatives se mettre en place, et notamment l'absence de limite entre le temps de travail et le temps familial, le temps privé, la confusion des lieux, la concurrence aussi des espaces au sein de l'espace familial et domestique, pour que chacun puisse faire ses activités. Donc, ça n'a pas toujours suscité des bonnes relations dans la famille. Beaucoup d'études ont aussi montré qu'il y avait eu un regain des violences envers les enfants, des violences intraconjugales, forcément avec une exacerbation des énervements, des situations difficiles, parce que évidemment que toutes les familles n'avaient pas forcément accès à des conditions de logement, d'espace identiques, et que dans certains cas, la restriction finalement de l'espace commun était beaucoup plus difficile à vivre que dans d'autres conditions, par exemple à la campagne où il y a des jardins, de la nature, etc. Donc dans les villes globalement, ça a été beaucoup plus compliqué à vivre que dans les territoires ruraux. Rivalité, tension en haut lieu et tension aussi dans notre salon. À partir d'aujourd'hui, nous serons tous confinés, vous l'aurez compris, ou presque, avec parfois la difficulté de devoir travailler à la maison avec les enfants dans les pattes. Objectif numéro 1, réussir à se supporter, car on n'est pas du tout habitué à vivre aussi longtemps en vase clos. Exemple, Pierre Herbulot avec cette famille. C'est un texte sacré pour la période qui s'annonce, la charte de confinement. On n'a pas le droit de se lever avant 8h. Jouer dans sa chambre, débarrasser la table et la mettre. Théo et Charlotte, 6 et 9 ans, ont bien appris la leçon, ou plutôt le dessin que leur a fait leur maman, Natacha. Elle et son mari sont en télétravail avec leurs enfants à garder en même temps un cocktail. Assez explosif. Le cadre, plutôt cool en temps normal, avait besoin d'être un peu musclé. C'était nécessaire d'avoir des règles beaucoup plus strictes pour pouvoir s'en sortir au niveau du boulot pour nous, et puis de la gestion des enfants de manière générale. S'éloigner les uns des autres par peur de contaminer ou d'être contaminé, une épreuve parfois douloureuse dont Florence se souvient encore avec beaucoup d'émotion. Savoir qu'il y avait des gens hospitalisés qu'on pouvait pas les visiter parce qu'on n'avait pas le droit. Le fait que les gens soient séparés les uns des autres, savoir qu'il y avait des voisins qui décédaient et qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'enterrement parce que c'était limité à 10 personnes de leur famille et qu'on pouvait pas y aller. Donc ça moralement, ça a été très dur, mais c'était pas lié c'était pas le confinement, c'était les mesures sanitaires qui étaient nécessaires aussi. Ce que j'ai vraiment trouvé très affolant, c'est le fait qu'entre personnes de la même famille, on se prend dans les bras, on pouvait se contaminer. Et que on pouvait faire beaucoup de mal aux gens qu'on aimait le plus. Ça a été dur à supporter. Cette distanciation sociale forcée pendant plusieurs mois a instauré une sorte de méfiance vis-à-vis de l'autre, comme l'a observé Anne Mussel. Avec la pandémie, la conscience que l'autre peut être menaçant, y compris parce qu'il peut aussi vous fragiliser sur le plan de votre santé, voire vous faire mourir, c'est quelque chose qui reste, je pense, profondément dans les consciences. Et l'obligation de distanciation à l'époque, souvenez-vous d'ailleurs de cette phrase assez paradoxale qui était
été une sorte de leitmotiv des autorités sanitaires. Si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop, ce qui était complètement contre-intuitif et ce qui a fortement bousculé non seulement les consciences, mais aussi l'affectivité des personnes. Eh bien, oui, il y a quand même toujours cette idée, quand on s'embrasse à nouveau, les gens s'embrassent, quand on se serre la main, à nouveau, les gens se serrent la main, c'est vrai, peut-être un peu moins qu'avant, mais quand même, très majoritairement, maintenant, tout le monde est redevenu à peu près plus dans le contact, en tout cas que dans cette période. Il n'en reste pas moins vrai que si on le fait, on a quand même dans une petite musique interne, petite conscience qui est de se dire peut-être que cette personne va me transmettre un virus. On n'est pas fait pour être à distance, simplement cette distance elle s'est à nouveau réduite, mais elle est en tout cas elle existe au niveau, à mon avis, intérieur et plus subjectif. Contraints d'être à distance, nous avons dû aussi revoir notre façon de continuer à travailler, y compris les écoliers. Au début, je pense que je vivais bien parce que le fait de plus aller à l'école, ça m'avait réjoui. Mais après, je pense un mois, de plus voir ses copains. Oui, ses amis, et le fait de pas pouvoir sortir en général, c'était un petit peu compliqué quand même. Et les devoirs en visio, les cours en visio. J'assistais jamais à les visios, j'aimais pas faire, mais j'avais une prof qui était très connectée, donc c'était sympa de faire ses devoirs avec elle. Vous étiez en quelle classe? CM1, CM2, non, à peu près, c'est ça? Vous étiez en quelle classe? CM2, ouais, vous étiez en CM2. Mais il y a des devoirs en CM2 quand même. Hein. Non, mais il y avait du boulot. Elle est dans ces eaux-là, ça bosse quand même normalement. Vous avez travaillé ou vous faisiez semblant? Ouais, travaillé. Ouais. J'ai fait que ça. Ah ouais? C'est vrai? Toute la journée? C'est vrai? Ouais. Et c'est pas trop dur de bosser avec ses parents? Si, c'est pire que les profs, j'ai l'impression. C'est vrai, ça. C'est pire que les profs. Ça, les parents vont être contents. Ils étaient durs avec vous? Un peu. Oui, ils étaient pas durs, mais je préfère quand même avoir un prof que ma mère ou mon père qui m'aide. On n'a pas les méthodes en fait. Ça, ils ont moins de patience, les parents peut-être aussi. Hein. Ouais. Les écoliers font classe en visio pendant que leurs aînés s'initient au télétravail. Le télétravail, certains y ont pris tellement goût qu'il est devenu inconcevable pour eux de revenir à 100% en présentiel. C'est surtout vrai pour les jeunes actifs pour qui le télétravail est devenu un véritable prérequis. Selon une étude de l'ADP Research Institute, réalisée en 2022, 53% des 18-24 ans se disaient prêts à démissionner en cas d'impossibilité de télétravailler. Au-delà simplement du télétravail, la pandémie et le confinement ont profondément changé la conscience que l'on avait du travail et les attentes à l'égard du travail. Ça l'a changé dans le sens où beaucoup de personnes ont, à l'occasion de la pandémie, mis un peu en travail, en examen, en réflexion, le sens de cette vie de travail dans laquelle ils étaient plongés. On réfléchit aux autres possibilités, finalement, d'exercer les tâches qu'ils étaient en train de faire. On considérait aussi que, au vu de la finitude à laquelle que rappelait finalement la pandémie, les risques de voir sa vie interrompue, quel sens avait effectivement le travail par rapport aux aspirations que l'on pouvait avoir dans sa vie privée, dans sa vie personnelle. Donc tout cela, et tout particulièrement, vous avez raison, pour les jeunes générations, à reconfigurer un peu les attentes que l'on a aujourd'hui vis-à-vis du travail. Et c'est vrai que maintenant, les entreprises, même si globalement elles cherchent à faire revenir beaucoup plus en présentiel le personnel, les salariés, ne peut pas finalement refuser un minimum de jours travaillés en télétravail. Et puis, c'est vrai que l'on voit maintenant cette attention portée à une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle qui fait l'objet d'aspirations nouvelles, notamment dans les jeunes générations. Et donc, ça change un peu le rapport des individus au travail. Et ça va sûrement le changer à l'avenir, puisque les jeunes sont ceux qui feront le monde de demain et le travail de demain. Depuis la semaine dernière, les consignes du gouvernement face à l'épidémie de coronavirus sont très claires sur le recours au télétravail. Il doit être la règle pour tous ceux qui le peuvent. Mais certains secteurs ne s'y prêtent pas du tout.
Oui, les salariés de la grande distribution en particulier doivent réalimenter les stocks en permanence tout en faisant face aux files d'attente des clients et pour eux qui se sentent très exposés, ce n'est pas facile de travailler sereinement. Maude Descamps. Continuer à mettre en rayon, passer les articles en caisse, distribuer les commandes aux clients malgré le risque. Les employés sont nombreux à être à leur poste de travail. Seuls quelques salariés à la santé fragile ont usé de leur droit de retrait, en accord avec leur direction. Les autres sont là, constate Guy Laplatine de la CFDT Auchan, même si c'est parfois avec la boule au ventre. Écoutez, ils sont comme tout le monde, ils ont peur. Il y a une vraie crainte par rapport à cette saloperie de virus. Et c'est pour ça qu'il y a de l'aménagement d'horaire, et notamment, alors c'est le monde à l'envers, mais d'habitude, on voit plutôt le travail de nuit, mais on est plutôt sur le fait de, non pas demander, mais de tolérer, en tout cas plus, le fait qu'il y ait des horaires décalés, pour justement éviter les contacts avec la foule. On serait dans une situation normale, subir les mêmes contraintes, ça passerait beaucoup moins bien. Là, apparemment, les collègues l'acceptent. Donc, oui, il y a un sens civique qui se développe. Les organisations syndicales ont également adouci leurs conditions en acceptant par exemple le travail du dimanche dans les drives ainsi que l'échange de salariés entre magasins. Pour certaines professions, le télétravail est impossible. C'est le cas des soignants, bien sûr, mais aussi en seconde ligne, des caissières, des éboueurs ou encore des livreurs. Mais sur Europe 1 aussi, nous n'avons pas cessé de vous informer pendant la pandémie. Si les journalistes et les animateurs prenaient l'antenne depuis chez eux, les équipes techniques, elles, étaient à la radio pour assurer la liaison. Benoît, alors réalisateur débutant, se souvient de cette période inédite qui s'est avérée pour lui particulièrement formatrice. Ce qui était assez marrant, c'est qu'à l'époque, j'habitais à 10 minutes à pied de la radio. Et en fait, je venais à pied le matin et je croisais personne. Il y avait personne. De temps en temps, je croisais des policiers qui, du coup, me contrôlaient parce qu'on était en confinement, donc j'avais mon papier. Mais aujourd'hui, même à 4 ou 5 heures du matin, tu te balades dans les rues de Paris, il y a forcément du monde. À l'époque, pendant 3 mois, j'ai circulé dans le 15e arrondissement, je n'ai croisé personne le matin, si ce n'est quelques policiers de temps à autre. Tous les journalistes et toutes les personnes présentes en plateau, en fait, étaient dans leur maison, dans leur appart. Et donc, du coup, nous, à la technique, ça faisait 2, 3, 5 fois plus de travail. Donc, il fallait qu'on soit plus de techniciens présents dans les locaux. Donc, on gérait toutes les liaisons. Il faut vraiment s'imaginer que une personne qui parle dans le poste, c'était une connexion, une liaison pour nous. Donc, quand dans une matinale radio, vous aviez 15 à 20 personnes différentes sur 3 heures, nous, c'était 20 connexions sur 3 heures. Donc, ça faisait beaucoup de travail. Moi, j'étais au matin avec un collègue qui s'appelle Michael. On était tous les deux au matin et on arrivait à 4h30, 5h du matin. On redémarrait toutes les machines parce que on savait que les machines étaient sursollicitées pour les connexions. Donc, on faisait un grand tour qui durait une demi-heure, 3/4 d'heure dans les data centers pour redémarrer toutes les machines. Et on démarrait la matinale et on avait notre plan d'attaque. On savait que à 6h, il y avait un tel, à 7h, il y avait un tel, à 7h30, il y avait un tel. Et on connectait tout le monde et on distribuait les liaisons dans le studio. Ça changeait pas grand-chose à l'écoute parce que la direction technique a été assez réactive. Donc, il y a eu de la livraison de matériel en masse pour tous les animateurs, tous les chroniqueurs, etc. Donc, à l'antenne, ça s'entendait pas énormément. Et les animateurs en jouaient aussi, c'est-à-dire que les animateurs disaient, je pense à l'animateur de la matinale, le présentateur de la matinale de l'époque, qui disait je suis dans mon garage, on est là pour vous informer, etc. Donc c'était pas caché non plus. Dans mon travail, forcément ça m'a marqué, ça m'a formé sur l'anticipation des problèmes techniques, etc. C'est-à-dire que forcément quand pendant le confinement tu vis ça, quand les gens reviennent en studio, tu anticipes plus facilement un petit problème qui est technique qui 2 heures après va devenir un gros problème technique, et tu l'anticipes plus facilement, ça c'est sûr. Donc d'un point de vue professionnel, c'est surtout ça qui a changé. Pendant des semaines, nous avons vécu avec la peur du virus, à ne pas se faire la bise, ni à se serrer la main, et à user et abuser du gel hydroalcoolique. 5 ans après, Florence et sa fille Joséphine reconnaissent avoir conservé certaines habitudes. Mais c'est systématique, je sors de chez moi, je pousse la porte, ça y est, j'ai mon gel dans la poche, je sors d'un magasin où j'ai payé avec de l'argent, je mets un coup de gel, dès que je vais quelque part j'ai un gel, je ne veux plus serrer les mains des gens, et je préviens les gens, que ce soit des
des voisins dans des réunions, des choses un peu sérieuses, tout le monde se serre la main. Je dis non, moi je ne serre pas la main, on sait jamais. Le Covid est toujours un petit peu là, la grippe, enfin des tas de choses. Donc ça, c'est une habitude que je n'ai plus. Le masque, je suis un peu moins, je le mets pas systématiquement, non. Même dans les transports, je le mets plus. Mais alors le gel hydroalcoolique, j'en ai toujours à la maison et partout quand je sors. Et ce qui est resté du confinement pour ma part, c'est la proximité sociale avec les gens, le fait de se faire la bise, qui me paraît totalement obsolète maintenant, où limite je fais d'autres choses, alors qui sont pas Covid friendly, je serre les mains, mais je fais plus de bise. Ça me paraît totalement lointain. Je veux bien serrer la main du voisin si je sais que je peux me laver les mains là, chez moi, dans les 5 minutes. Quand on a commencé à sortir du confinement et que j'ai pu recommencer à donner des cours de piano, je respectais énormément la distance, donc j'avais acheté une tapette à mouche télescopique pour pouvoir montrer la partition à l'élève sans m'approcher de l'élève. Donc voilà. Et on portait forcément des masques. Je désinfectais le clavier du piano à chaque fois. Je portais des gants en latex pour ne pas se contaminer. Enfin voilà, c'était tout un protocole, tout un truc. Et à chaque élève, on recommençait le bazar, à redésinfecter le clavier, etc. Avec la tapette à mouche pour dire « Regarde, là c'est un Do, soit troisième ligne ». Si certaines personnes confient avoir mal vécu cette période d'isolement, d'autres en conservent presque paradoxalement une sorte de nostalgie. J'ai l'impression que c'était assez hors temps. C'est comme si on a vécu un épisode fantastique. La seule nostalgie que j'ai, c'est le tout début où on savait pas trop à quel point c'était grave. Donc c'était vraiment de la surprise. Donc surprise, découverte et tout. Et en plus, il commençait à faire beau. Donc je pense qu'on était tous de bonne humeur, sauf ceux à qui vraiment ça arrivait dès le début. Le premier, le deuxième, le troisième confinement n'ont pas été vécus de la même façon, et que ce que les Français ont pu accepter du premier confinement a été beaucoup plus difficile à accepter des suivants. Mais le premier confinement, il y avait aussi ce caractère, souvenez-vous, complètement inédit, inattendu, où tout d'un coup on était presque dans un scénario de fiction, qui fait que finalement ce repli sur l'espace privé pouvait être vécu à la fois comme une aventure intime, familiale, personnelle, une sorte de challenge où il fallait se débrouiller, il y avait toutes sortes de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes qu'il fallait prendre ensemble. Et puis a pu être aussi vécu comme une expérience de réassurance face à une situation extrêmement anxiogène, mais de réassurance au sein de l'espace privé, avec ceux de son groupe, de sa famille, ceux dont on était proche. Et ça, je crois que c'est justement sans doute ce qui peut rester dans la mémoire et qui peut susciter une sorte de nostalgie, hein, c'est-à-dire de faire face ensemble à cette situation complètement inédite et digne d'un scénario presque de science-fiction auquel nul n'était préparé. Totalement inédit, le premier confinement a été mieux vécu que les deux autres, pourtant moins stricts. Et si demain une nouvelle pandémie se déclarait, accepteriez-vous de nouveau d'être confiné ? Vous venez d'écouter Covid 5 ans après, une série au cœur de l'actu. Un podcast de la rédaction d'Europe 1. Écriture et présentation, Caroline Garnier. Réalisation, Christophe Davio. Interview, Romy Azoulay, Estelle Lafont. Archives, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.